Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manal Show. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Pour être certain de recevoir tous les épisodes du Manal Show et être informé des nouveautés à venir, abonnez-vous directement à ma newsletter sur le manalshow.com. Désormais, c'est là que tout se passe. Dans cet entretien, je vous emmène avec moi à la rencontre d'une personne qui va avant tout penser à votre bonheur, Arnaud Collery. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais c'est surtout en tant que Chief Happiness Officer qu'il s'est révélé et a accompli ses plus grands projets. Il croit fermement au pouvoir du storytelling, l'art de raconter sa propre histoire pour laisser un impact bénéfique pour soi et pour les autres. C'est à son histoire que je vais m'intéresser pour découvrir son parcours et comprendre sa vision du bonheur, un concept qu'il matérialise pour le rendre accessible à tous. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Pour lui, l'humain est au centre de ses préoccupations. Il en a d'ailleurs fait son métier en devenant l'un des meilleurs Chief Happiness Officers au monde. Selon lui, la France n'était pas encore prête à accueillir ce concept. C'est donc à l'étranger qu'il a lancé ses projets innovants autour de la question du bonheur au travail, de la puissance du storytelling et de la culture d'entreprise. Autant de sujets passionnants qu'il partage partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Afrique, aux Émirats Arabes Unis. Les gens répondent présents à chacune de ses conférences pour y trouver de l'inspiration. Il crée un show unique qu'il appelle show émotionnel, un mélange de stand-up et de TED Talk. Des stand-up for passion sont sa marque de fabrique. C'est notamment ce qui l'a rendu remarquable au point de susciter l'intérêt de nombreux médias. Son discours et ses valeurs m'intéressent car nous partageons la même idée, celle de redonner à l'humain sa véritable place au sein de notre société, ce qui est une nécessité absolue aujourd'hui. Il réside à New York, mais est de passage à Paris. Arnaud Collery, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous. Alors Arnaud, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Juste avant qu'on commence l'émission, vous me parliez de déclic. Effectivement, c'est ce qui m'intéresse le plus chez moi, chez les gens. Il y a tout autour de ça. Je vais commencer peut-être par mes 2 premiers déclics qui vont vous expliquer comment j'en suis arrivé là. J'ai 16 ans, je me sens étriqué à Paris. Faut que je bouge, faut que j'aille ailleurs. J'essaye le sport, j'essaye un peu le théâtre, mais c'est pas assez. Je monte même un club d'investissement, c'est pas mon truc. Très vite, j'obtiens même un stage dans une espèce de société de bourse. Et là, je m'aperçois qu'en fait, tout tourne autour du fait que les financiers investissent pour des choses qui peuvent ramener à eux. Ils s'en foutent complètement de ce que peuvent obtenir les gens, la société. Je me dis, c'est pas mon truc. Je me retrouve en high school américaine, en Géorgie, au fin fond des États-Unis, pas dans le coin. C'est pas New York, c'est pas le coin qui fait rêver, c'est pas Los Angeles, c'est pas Californie. Mais là, premier déclic. Au bout de quelques mois, enfin, je commence à arriver à parler anglais. Je suis dans une espèce de famille bénévole. Tout se passe bien. Enfin, je commence à apprendre l'anglais et je suis en classe, en cours de psychologie. Je trouvais ça déjà assez sympa que tu peux avoir un cours de psychologie à 17 ans aux États-Unis. Il y a un de mes camarades de classe, il est un peu plus en bas de la classe, et il pose une question que moi, avec mon regard de français à l'époque,
je juge complètement idiote, stupide, et je m'attends, venant de France, qu'il soit cassé par tout le monde. Qu'on le regarde, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce con? Et personne ne le casse. Et puis la prof lui répond très gentiment, prend le temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Premier vrai déclic vraiment de ma vie. Et je vais voir la prof à la fin et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand même pas très intelligent ce qu'il a posé comme question. Elle lui dit et alors? Il n'y a pas de sotte, de mauvaises questions. Lui, il en a besoin de se développer. Et moi, en lui répondant, je vais devenir encore meilleur prof. Il faut que je m'adapte à tout le monde. Il faut que je fasse monter l'intelligence collective, pas simplement l'intelligence des 2-3 premiers de classe. C'est pas ce qui m'intéresse en tant que prof. Et là, ce discours complètement hallucinant. Et je crois que ça m'a vraiment réveillé aussi dans ma manière de voir les autres, d'agir avec les autres, d'être avec les autres. 3 ans plus tard, je suis au Japon. Et là, au Japon, c'est beaucoup plus philosophique, beaucoup plus oriental. On prend du recul par rapport aux gens. Et on se pose toujours la question, pourquoi je fais ce que je fais actuellement? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui donc, à 20 ans, je vais décider de faire un mélange des deux pour le restant de ma vie. D'être à fond dans l'expérience, dans l'immédiat, dans des choses de dingue, excitantes. Et puis, me poser des questions régulièrement sur ce que je fais. Pourquoi ce que je fais? Comment les dots se connectent finalement? Très vite, à 24 ans, et l'un des deuxièmes déclics, c'est mes parents divorcent et ça se passe plutôt mal. Je suis un peu déçu de les voir se déchirer, une autre vision de la société, je vois. Et là, je décide de lancer, donc c'était il y a 20 ans, mes premières séances de motivation. J'avais fait quelques conférences en France, d'écrire là-dessus. Et donc, je fais plusieurs choses. Je lance très vite, donc des gens se posent des questions sur qui je suis, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en l'espace de quelques mois, j'obtiens une émission de télé à la télévision française, sur e-télévision, au départ d'e-télévision. 1 minute par jour sur l'inspiration, sur le positif, sur savoir dire oui à la vie, sur comment s'écouter, écouter ses rêves, et y aller, quoi. En gros, y aller. Au bout de 6 mois, l'émission s'arrête. On me dit, le bonheur, ce ne sera jamais un truc français, c'est trop américain, un truc trop inspirationnel. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Et là, je me dis, ok, terminer le prestige, je prends mes clics et mes claques, je repars et jamais plus, je reviens en France. Donc pourquoi je fais ça? Je vais essayer une vingtaine de carrières. C'est quoi vos motivations? Qu'est-ce que vous voulez faire transmettre comme message aujourd'hui à travers votre métier? Pourquoi, en fait, vous faites ça? Vous vous levez tous les matins pour aller à la rencontre des gens et les aider à être heureux? Je trouve qu'il n'y a rien d'autre important que l'humain. Je n'arrive même pas à comprendre quelqu'un qui reste 2 heures avec un boss qu'il n'aime pas, dans une boîte qui ne respecte pas l'humain, qui ne sent pas l'humain, c'est-à-dire qui ne sent pas les autres, qui ne respecte pas les autres, qui n'essaye pas de comprendre les autres. Quand je dis c'est l'humain, c'est le fait d'être vrai, d'être là, d'être maintenant, d'être aligné sur toi et ce que tu veux faire. La plupart des gens, 90% des gens, ils sont pas alignés, ils ont un boulot et puis ils ont ce qu'ils aiment à côté, leurs valeurs, ils arrivent à différencier. Enfin, dans ce monde, de moins en moins, on arrive à différencier. Mais il y a encore des gens qui arrivent à différencier ce qu'ils font au boulot et ce qu'ils font dans la vraie vie, la façon dont ils sont avec leurs amis. La plupart des gens sont quand même gentils, bien avec leurs... Oui, il y a une sorte de dédoublement de personnalité un peu. Et pour moi, c'est impossible. T'es la seule et même personne au boulot. Et tout. Donc, je suis obsédé par ce truc de être vrai, être aligné, être soi-même, être vrai. Pour moi, le bonheur, c'est ça. C'est avant tout être vrai, se respecter soi, respecter ses valeurs et respecter les valeurs des gens qui sont en face. S'accorder, on ne se comprend pas toujours, mais au moins on peut se respecter. Alors je le disais, vous êtes Chief Happiness Officer. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Comment vous aidez les personnes à être plus heureuses? C'est quoi votre métier concrètement? Alors d'abord, il y a 2 types de Chief Happiness Officer. Il y a le Chief Happiness Officer en interne et le Chief Happiness Officer en externe. J'ai commencé ma carrière de CHO il y a 5 ans, en 2013, dans un incubateur de start-up en Afrique du Sud, en tant que CHO interne. Donc à l'époque, on était 20-25 à s'appeler CHO dans le monde. Ah, donc très peu. Dans le monde. J'étais invité dans cet incubateur de start-up pour être entrepreneur in residence en créativité, en gros, créativité et communication. Vous étiez le seul Français? Le seul Français. Comme la plupart des choses que je fais, souvent, je suis le seul Français. Et au bout de quelques semaines, à force de faire ce que je fais, je vais vous décrire ce que je faisais,
quelqu'un me dit, mais en fait, ce que tu es, c'est un Chief Happiness Officer. C'est quelque chose qui existait 20 ans auparavant, durant la première vague Internet, pour aider les ingénieurs et les non-ingénieurs à se parler, à mettre plus de communs, plus de liens, plus de communication, plus de positivité avec les ingénieurs parfois un petit peu ternes, etc. Et puis les sales un peu plus communicatifs, extravertes, etc. Et on me dit, mais en fait, c'est ce que tu es. Ce que je faisais, donc dès cette époque, et ce que je continue à faire maintenant en CHO externe, c'est plusieurs choses. Un, c'est effectivement créer des événements positifs, inspirants. Que ce soit moi qui écrive un truc inspirant et motivant et qui fasse marrer tout le monde et qui en plus leur donne l'envie d'être quelque chose d'autre, exactement ce que tu dis, c'est mon dada, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Que ce soit ça, ou que ce soit inviter d'autres personnes, comme exactement ce que tu es en train de faire en ce moment, d'autres personnes inspirantes, géniales, qui ont quelque chose à dire. Ça, j'adore. J'en rencontre au moins une par jour. Donc, c'est d'organiser des événements où vous arrivez à réunir des gens autour d'une seule et même idée, devenir la meilleure version de soi-même, être inspiré. C'est ça. Et trouver un petit peu ses propres aspirations, justement, son pourquoi. Exact. Et donc, CHO, c'est un, organiser effectivement ce genre d'événement. Deux, faire du coaching. Et le coaching, c'est quoi ? C'est aider les gens à se poser les meilleures questions pour eux. Et là, je vois en France, là, je viens de passer une semaine en France, il y a des coachs qui pensent encore qu'ils sont des conseillers, le côté intellectuel. J'ai fait telle étude de psycho, telle étude intellectuelle, de doctorat de machin. Mais on s'en fout. Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux donner comme déclic à personne ? Les meilleurs coachs, c'est vrai, viennent souvent du milieu associatif. Et c'est quoi être un bon coach ? C'est ça, c'est vraiment aider la personne, pour moi, le plus rapidement possible, le plus intensément, le plus passionnément possible, le plus bienveillant possible, à faire comprendre cette personne les meilleures questions pour elle, pour lui. Chief Happiness Officer, c'est un métier que vous avez découvert aux États-Unis. Vous avez d'ailleurs dit qu'au départ, quand vous avez commencé, la France n'était pas encore prête pour ce concept, même si aujourd'hui, ça évolue évidemment, et heureusement. Qu'avez-vous appris concrètement là-bas, aux États-Unis ? Alors aux États-Unis, j'en reviens à mon déclic de départ, quand j'ai 16 ans, école américaine, c'est vraiment ça, c'est ils sont bons dans l'action, ils sont bons dans l'immédiat, ils sont bons dans le non-jugement de l'autre, de se faire confiance rapidement. C'est là où ils sont vraiment bons. Ou en France, je le vois même quand je reviens dans une semaine, toutes ces entreprises, ces gens qui veulent travailler avec moi, qui veulent avoir des conversations. On va avoir une conversation. Mais je ne sais pas, aux États-Unis, je ne vis jamais de conversation. Enfin, les gens, ils viennent vers moi. Tiens, j'ai quelque chose à me proposer, ça va marcher ou ça va pas marcher. Mais tout de suite, ils arrivent avec un projet, quelque chose. Ouais, c'est beaucoup plus dans l'action. Mais c'est concret. Et comme je reviens à peu près une semaine tous les 3 mois en France, ces sociétés qui veulent travailler avec moi, ou des gens qui veulent s'associer ou je ne sais pas quoi, ils continuent la conversation. Je pense au 2e, 3e meeting. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On y va. Ça, c'est vraiment la différence entre la culture anglo-saxonne et la culture française. Donc, l'événement que j'ai qui s'appelle Stand Up for Passion. Donc, si vous avez compris, je fais en gros 4 choses. Il y en a un, je fais des speeches un peu partout dans le monde. 2, c'est je fais du team building, mais Happiness Day. Chief Happiness Officer externe, 1 jour, 2 jours, 3 jours. 3, je forme des CHO, maintenant en France et dans des endroits comme Aruba, l'île du bonheur en face du Venezuela, je le fais en anglais. Et la 4e chose que je fais, c'est j'organise cet événement qui s'appelle Stand Up for Passion, où je mets en scène des récits de vie de gens. Je peux le monter n'importe où au monde. Là, on va le monter au Maroc, ça va être fascinant le 10 avril. Je l'ai monté au Népal, j'ai monté au Japon, etc. Plus facile de le monter n'importe où dans le monde, de New York, que le monter à Paris en tant que Français. Ah, quand même. Et pourtant, j'ai eu une dizaine d'équipes qui sont venues vers moi. Qu'est-ce qui est si compliqué ? Je sais pas, lent. C'est lent. Et lent, ah oui, il faut faire comme... Ah oui, alors il faut créer une association, si on fait avec toi. Alors on va faire un projet qui fait quoi ? Mais lançons-nous, allons-y. Let's go. Ou alors on parle des profils différents qui vont intervenir dans mon truc. Mais moi, les profils... Je passe une semaine quelque part, je trouve 50 profils inspirants. Je parle à tout le monde, je trouve quelque chose. Et votre conseil, ça serait justement de faire un passage aux États-Unis, c'est une sorte de tremplin quand on a envie de réussir. Je pense pas que c'est forcé. Il y a des gens qui ont la pêche sans jamais avoir vécu aux États-Unis. Je vois un copain d'enfance hier, Jean-Noël de Galzin, il a un groupe qui vaut maintenant 100 millions. Ou Alix Group, il a jamais vécu là-bas. Il est né avec une pêche, un dynamisme.
On s'est vu hier soir à 9h du soir, il a bossé comme toute une journée avec 100 employés et pourtant il avait la patate encore. Donc ça arrive. Je vous dis ça parce que moi j'ai c'est l'habitude vrai. d'aller aux États-Unis, Ouais. j'y vais régulièrement. J'étais vrai. en Californie il y a 3 semaines. Ouais. C'est vrai que c'est pas du tout la même C'est pas la énergie. même chose. Quand on revient, c'est difficile C'est de se réadapter effectivement. à la culture française Et- qui, comme vous dites, est assez lente. C'est vraiment, je sais pas pourquoi ils ont. Et puis il y a vraiment dans la culture ou de l'inspiration, du bonheur ou de la motivation, un peu toute la même chose. Hein. Je suis pas un intellectuel, je suis pas sémantique. J'entends en France, il faut pas dire bonheur, faut dire bien-être, faut pas dire bien-être. Je m'en fous. Pour moi, c'est vraiment la même chose. Joie, passion, intensité, storytelling, c'est la même chose. C'est vivre, c'est aller à fond, c'est aller au bout de tes désirs. Effectivement, on se sent quand même beaucoup mieux aux États-Unis pour ça. C'est pas beaucoup. On ne peut pas dire que c'est plus facile les États-Unis, mais au niveau mentalité, quand tu es comme ça, effectivement, tout le monde est comme ça. Et puis ils apprécient que tu te lances. Et vraiment, parce qu'en France, il y a deux choses. Il y a le qu'en dira-t-on, le jugement du qu'en dira-t-on. Que va penser ma mère, mon père, mon voisin, mon copain, ma copine, ma femme. Au lieu de déjà, est-ce que ça leur plaît? Est-ce que ça touche ce que je suis intérieurement? Est-ce que ça va m'aider à devenir ce que je veux être dans ma trajectoire de vie? Non, est-ce que ça va... Trop de questionnements pour rien du tout, en fait. Mais vas-y, mais lance-toi, tu verras. Et puis effectivement, dans toutes les grandes trajectoires de vie, dans tous les parcours de vie, toujours une cassure, toujours une fissure, toujours des échecs. Je vais faire mon 3e TEDx là, bientôt en France en avril. Je suis très content de le faire en français. Et je vais parler de ça. Je vais parler de la passion et de l'échec. Parce qu'on ne l'entend jamais. Je ne sais pas, on a l'impression que, je ne sais pas, les Français pensent que... Il y en a qui sont nés successful et d'autres qui sont nés losers. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ne parle jamais de succès. Je voyais un directeur de l'innovation d'une grande boîte française il y a une semaine. Je ne peux pas nommer cette boîte, bien sûr, mais le mec s'est cassé la gueule 2 fois aux États-Unis, dans des startups à San Francisco. Il avait envie de revenir en France, de lancer sa 3e startup et d'essayer de réussir. Et tout son network, son réseau, on lui a dit, tu peux plus monter de start-up parce que maintenant, tu as échoué 2 fois. Alors qu'aux États-Unis, c'est très connu, on échoue ces 3 premières start-up, mais la 4e, si tu es bon, tu es intelligent, tu as un bon produit, tu as une bonne équipe, c'est toujours un micmac, un écosystème qui doit être bienveillant, mais ta 4e va marcher. Et lui, on lui a dit, t'as foiré 2 fois, maintenant il faut que tu reprennes un boulot vrai si tu veux être considéré par la société française. Oui, là-bas, l'échec, c'est quelque chose de bien, c'est limite un diplôme dans le monde des startups. Il faut passer par là pour réussir. Tu as très bien résumé, c'est même limite un diplôme. C'est vraiment un moteur. Chief Happiness Officer, c'est un métier que vous exercez aujourd'hui dans plusieurs pays. A-t-on la même définition du bonheur à Paris, à Tokyo ou à Abu Dhabi ? Alors la question du bonheur internationalement est passionnante. Effectivement, chacun a son écosystème du bonheur, sa façon d'être. C'est vrai, quand on regarde l'Asie, quand on regarde le Japon, la Chine, Corée, même l'Asie du Sud-Est, c'est avant tout l'harmonie. L'harmonie avec les gens qui t'entourent, l'harmonie avec tout ce qui se passe. Il faut que les choses se passent bien, de soi. Il faut aller dans le flow. Maître mot. En France, c'est quand même 2 choses, je vois. 1, qui est le prestige, et 2, c'est les amis, c'est le soir, c'est ce côté week-end. Voilà. Il y a quand même 2 choses, prestige et puis les amis, un peu la Dolce Vita, un peu de Dolce Vita dans la vie. Aux États-Unis, c'est vraiment les rituels de succès. Et quand j'appelle les rituels de succès, c'est-à-dire ton bachelor ou ton master ou ta première boîte qui fait de l'argent, ou alors tu t'es marié ou tu t'es marié une 2e fois. Les choses importantes de la vie, c'est des rituels, c'est des cérémonies, c'est des événements, et c'est des milestones, ce qu'on appelle aux États-Unis, très, très importants aux États-Unis. C'est comme ça qu'on voit. Plus tu as de milestones, plus tu as réussi. C'est quoi les parcours de vie? C'est pour ça qu'ils sont. Et à Abu Dhabi, par exemple, est-ce que ça m'intéresse? Alors, donc effectivement, j'y vais de plus en plus là-bas dans cette zone. Je vais quand même dire que, en général, c'est la famille. Ils sont beaucoup plus famille. Ce qu'on retrouve en Espagne, en Italie, Portugal, je connais pas trop encore vraiment. Mais effectivement, quand même, le Moyen-Orient. C'est aussi la valeur de la famille qui est très importante au Portugal. Portugal aussi, je connais pas trop. J'ai envie de découvrir d'ailleurs. On va dire famille et puis religion. Par exemple, effectivement, quand je fais des choses là-bas, ils me disent toujours « Arnaud, je sais que tu n'es pas de confession musulmane. Est-ce que je peux parler de religion ?» Parce que je fais parler beaucoup les gens. Je dis « Bien sûr, c'est important pour toi, ça compte. » Bien sûr, c'est pas que moi, j'en parle pas. Pour moi, c'est pas mon truc. Je me sens plus, on va dire, spirituel qu'autre chose. Si c'est important pour toi, et c'est vrai que toutes les études de bonheur montrent que c'est plus important
d'avoir une foi, à moins qu'elle soit extrémiste, par exemple. Donc effectivement, c'est important. Du moins d'avoir une spiritualité, quelle qu'elle soit. Et c'est effectivement la croyance dans quelque chose, la croyance dans les gens, dans l'univers, dans un Dieu précis, ça fait partie du bonheur. Donc on va dire quand même, du moment que tu respectes c'est intéressant de voir que le bonheur n'a pas la même définition en fait partout dans le monde. Et puis même entre soi, quand je commence un séminaire et je demande autour de nous qui peut me dire sa version du bonheur, sa conception du bonheur, on va entendre 30 choses différentes. Et là, c'est bien que vous vous entendiez, que vous écoutiez, que vous respectez, pour apprendre chaque fois que vous allez aborder quelqu'un, maintenant quelque chose, même un board meeting ou je ne sais trop quoi, que pense l'autre de la vie, que pense l'autre du purpose, de sa passion, avant de passer au business. Même ça prend 5 minutes, on va interagir complètement différemment si on sait quelle est la chose intérieure chez les gens. Alors j'ai lu récemment que selon le World Happiness Report, donc qui est une étude que vous connaissez sûrement, le pays où les gens sont le plus heureux est le Danemark, suivi de très près par la Suisse et l'Islande. Selon vous, Arnaud, pourquoi les gens sont plus heureux dans les pays du Nord ? Alors c'est une question passionnante également, je me la suis posée. Je suis intervenu plusieurs fois au Danemark. Intéressant. Ça se résumerait, d'après ce que j'ai ressenti, sur 2-3 choses. 1, confiance, pas dire absolue, mais une très grande confiance dans le gouvernement et les gens d'une manière générale, ce qu'on n'a pas du tout en France. On n'a pas cette confiance, ce qu'ont les Américains par exemple, cette confiance dans l'autre immédiate. Après, c'est confiance long terme, c'est autre chose, on peut en parler. Mais cette confiance immédiate, c'est-à-dire je rencontre quelqu'un, tu t'entends bien, viens chez moi, on va prendre un pot, ou tiens, je te lance mes clés de bagnole, ça arrive qu'aux États-Unis. Mais dans vraiment la confiance dans l'autre et confiance dans le gouvernement, c'est pour ça qu'au Danemark, ils sont très OK à payer leurs impôts. Ici, on est toujours les gens ils sont toujours en train de filouter. Pour payer nos impôts, oui. On râle et puis c'est de trouver des moyens pour détaxer, je ne sais trop quoi. Là-bas, non, c'est normal. Et quelqu'un qui, autour de la table, dit je vais essayer de ne pas payer d'impôts ou payer moins d'impôts, il est mal vu, mal regardé de ses amis, quel que soit le niveau socio-culturel, qu'il soit pauvre ou riche ou milieu, pareil en Danemark. Donc, parce qu'on a cette confiance dans le gouvernement, si tu payes des impôts, le gouvernement, normalement, va faire des belles choses. Et puis, on a cette confiance dans l'autre. Donc, c'est les 2 points centraux pour lesquels... Après, il faut que je dise une chose quand même. Donc, c'est très dur à adapter à ce que nous sommes, parce que nous sommes très différents. Malheureusement, ça va peut-être prendre un siècle, les Français n'ont pas cette confiance immédiate dans d'autres. Donc c'est très dur à ramener ce qu'ils ont. Ce qu'on pourrait essayer de ramener, j'ai aussi, quand j'étais en Afrique du Sud, mon boss était un Danois. C'est là où la première fois que j'ai commencé à bosser avec des Danois. Et puis il avait tout son staff qui était danois aussi. Ce que j'ai vu, ce que je n'avais jamais vu ailleurs d'ailleurs, c'est qu'ils ont une façon de réagir par rapport au grand changement de la vie qui est très très éloigné de notre passion latine. C'est-à-dire, quand quelque chose de bien se passe, au lieu de réagir à l'américaine ou même à la française, de dire « Putain, génial, c'est bon, maintenant j'ai tous les feux verts, ça va continuer à marcher pour moi dans la vie, c'est super. » Puis, tu prends un peu trop confiance en toi et souvent il t'arrive des merdes. Parce que voilà, j'ai tout gagné, j'ai la patate, c'est parti pour moi. Le Danois, c'est assez extraordinaire, ne réagit pas comme ça, c'est-à-dire qu'il va être plus content. Ah, c'est bon, le deal a marché. Ah, génial. Ah, génial, les gars, ça a marché. Génial, champagne. Puis demain, on retourne comme si de rien n'était. La confiance est restée pareille. Même chose dans les côtés négatifs. Le Danois, c'est assez passionnant. C'est-à-dire quand quelque chose de un peu négatif arrive, on se dit, nous, le Français, on va être en dépression, on va être déprimé pour... C'est toujours un peu too much, en fait. Il n'y a pas la juste mesure. On va être déprimé pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, tandis que le Danois, non. Il passe à autre chose. Il va passer une soirée déprimée, mais évidemment, une soirée, ou une semaine peut-être. Pas 6 mois, 1 an, 2 ans comme nous. Les Français t'expliquent souvent quand tu rencontres. Oui, mais moi, tu vois, ça m'est arrivé il y a 4-5 ans, ça. Donc quoi ? Donc tu peux quand même apprendre la résilience. J'ai une amie qui est psychologiste à New York, je sais plus, c'est New York University, ou une des facs de New York. Elle est spécialiste en... c'est justement c'est pas post-traumatic stress, c'est un espèce de post-traumatic success. Et pour elle, qui étudie, un peu plus vieille que nous, qui étudie depuis 30 ans tout ce qui est post-traumatique
comportements, c'est-à-dire les comportements après des événements dramatiques dans ta vie, 70% des gens d'après elle s'en sortent mieux après un événement dramatique. C'est-à-dire trouvent de la résilience intérieure. On connaît tous. Et nous, c'est ce qui nous manque en France. Et nous, on dit tout. Ah bah non, bah oui, j'ai divorcé, ou bah oui, j'ai fait faillite. Et alors, si t'as fait faillite, bah, remonte une boîte, ou bah, barre-toi à l'étranger, justement, ou change de métier. Le classement World Happiness Report confirme très bien ce que vous dites, puisque dans ce classement, la France se positionne, tenez-vous bien, très très loin 36e. derrière, en 32e place seulement. Yeah. C'est pas beaucoup, hein. Alors le bonheur, normalement, c'est l'objectif de chaque être humain. On veut tous être heureux. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Est-ce que finalement, le bonheur, c'est quelque chose qui s'apprend ? On doit apprendre à être heureux ? Le bonheur, je dis toujours, c'est comme un muscle. C'est exactement au gym, la même chose. Je vois que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, donc vous n'avez pas ce problème. Mais moi, qui suis un petit peu plus vieux, si j'arrête de faire du gym ou du sport pendant 2 semaines, 3 semaines, ça j'ai un petit peu de bonne haine, etc. Je suis obligé de constamment aller au sport. C'est pas je vais faire de la muscu pendant 2 heures et puis c'est bon. Ah, donc c'est un entraînement. Mais c'est un entraînement, les gens ne comprennent pas. C'est pas genre, ah putain, j'ai appris les techniques du bonheur, le meilleur bouquin, ou j'ai passé du temps avec un super coach et c'est bon. Non, c'est comme tout, ça s'entretient. Ça s'entretient par ce que vous avez sûrement lu est quand même vrai. C'est des choses qui s'apprennent. La gratitude, on le sait tous. Oui, la reconnaissance. Reconnaissance. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant avec vous maintenant, vous avez pu vous déplacer où là je suis. Et je suis reconnaissante de vous avoir Merci. dans le Manal On est Show. reconnaissant mutuellement. Voilà, c'est bien de le dire, ça nous rend heureux. Non mais c'est vrai, regarde, on sourit, on est content, il y a de la joie qui arrive. Et c'est vrai que la gratitude, c'est quand même dingue. 95% des gens font pas ça, font pas des exercices de gratitude. Reconnaissant pour tout ce qui t'est arrivé, ce qui t'arrive maintenant, ce qui t'est arrivé avant. Le soir, vraiment se dire. Moi, j'ai un pourquoi. petit tips quand même Vas-y. par rapport à ça que je vais donner peut-être aux personnes qui nous écoutent. J'ai ce qu'on appelle un 5-minute journal. En fait, c'est un carnet dans lequel je mets 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante chaque jour. C'est un exercice que j'ai commencé à faire il y a très récemment, puisque je suis entrepreneur, j'ai beaucoup de stress et de pression au quotidien à gérer. J'ai entendu ça sur une chaîne anglo-saxonne en fait. J'ai commandé le livre. Et réellement, ça a un impact. C'est vrai que ça nous aide, en tout cas, à commencer la journée sur de bonnes ondes positives. Ça entretient l'énergie positive. Alors, est-ce que ça nous rend heureux ? C'est peut-être un peu trop pour dire ça, pour confirmer ça, mais c'est en tout cas un un conseil qu'on pourrait partager avec les gens. Ouais, c'est un très, très d'écrire, bon alors pas besoin très d'acheter bon forcément ce livre-là, hein, mais d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Ouais. Voilà, c'était Non, le petit c'est conseil. très bien. Non, mais c'est extrêmement important parce qu'il y a un côté conscient puis il y a un côté inconscient quand on va se mettre à écrire. Il y a quelque chose, il y a un flow qui va se passer, il y a une espèce de deuxième cerveau qui va se mettre entre eux. On écrit, et puis à un moment, il y a quelque chose d'autre. Tiens, c'est dingue ce qui s'est passé sur papier et il fallait que ça sorte. Est-ce que vous avez, vous, d'autres conseils qu'on pourrait appliquer ? J'en ai plein, forcément. Donc gratitude, forcément. Le truc bête, ça, tout le monde peut le faire. Tous les auditeurs peuvent faire. Maintenant, de décrocher leur téléphone dans les 5-10 prochaines minutes et d'appeler quelqu'un pour lequel ils sont vraiment connaissants, qu'ils n'ont jamais remercié jusqu'ici. On a tous, ça peut être quelqu'un, on a oublié de le remercier, il nous a donné le nom de quelqu'un avec lequel on a fait un job ou je sais pas, une relation amoureuse, c'était dans une soirée de Jean-Louis ou de Chantal ou de Fedor, je ne sais trop quoi. Eh ben d'appeler, tu sais quoi, à ta soirée, j'avais rencontré la personne qui est devenue la personne de ma vie, où j'ai trouvé le job. Mais les gens ne se remercient pas. C'est ça que ça soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Hein. Ça, c'est mondial. Donc, gratitude, ça, c'est clair. Le deuxième truc, on l'entend et tout, c'est bête, etc. Mais c'est vrai que le sport, et quel que soit le sport, ça peut être le boxe pour certains, ça peut être le yoga d'autres, ça peut être juste faire la planche 5 minutes le matin, quel que soit, mais de faire un sport, de faire un truc physique, parce qu'il y a, on le sait pour plein de raisons. La gratitude, le sport, le fait de respirer, que ça soit de la méditation ou pas, mais de se poser, d'avoir de un temps pour prendre soi, le temps, de créer son connaissance-système. Et donc ça, on l'entend beaucoup, toutes ces choses, quand même, dans la littérature française ou américaine de développement personnel. On l'entend bientôt. Ce qu'on entend beaucoup moins, et c'est là où je pense que des gens comme moi, on a un peu notre place, c'est de construire, de se rendre compte, de prioriser chaque jour ses valeurs. Moi, je l'ai, là, j'ai mon petit truc de valeurs. C'est quoi mes valeurs ? De se le rappeler.
Je connais pas les vôtres, mais moi, la mienne, c'est clair qu'il y a le voyage, la diversité, les choses nouvelles, l'aventure. Ça fait partie de mes valeurs. Il y en a plein. Mais Ce sont des valeurs que je partage également, oui. Et ça, Donc l'idée, c'est quoi? C'est de les écrire et de les relire tous les jours? C'est de les écrire, de les relire. Les priorités changent. Et parce que tu as ces valeurs, deuxième truc hyper important, il y a un bouquin qu'il faut absolument lire et sur lequel il faut que tu fasses quelque chose si tu n'as pas encore fait, qui est L'art subtil de s'en foutre. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce bouquin. J'en ai entendu parler. Bientôt dans ma boutique Amazon, alors. Il se résume à une chose. Je suis complètement d'accord et c'est la chose importante, peut-être la chose importante à faire dans une vie, parce que tu as telle valeur, donc tu vas sacrifier telle ou telle chose dans ta vie. De se dire, parce que j'ai une telle valeur, moi j'ai vu mon copain hier, ça n'a jamais été mon truc, mais on avait pensé à faire des projets ensemble il y a une quinzaine d'années. Il a monté une boîte de 100 millions d'euros maintenant. Moi, mon truc, c'était l'aventure, la diversité. Je n'allais pas me focaliser à créer une boîte. C'est un sacrifice que j'ai fait. Je savais que j'avais une place pour monter une grosse entreprise. On me l'a proposé plusieurs fois avec des super partenaires. Ce n'était pas mon truc. C'est un sacrifice que je fais. Mon truc, c'est vraiment de coacher, d'être sur la route. En tout cas, vous nous avez donné d'excellents conseils, Merci. d'excellentes actions à mettre en place, qui sont d'ailleurs à la portée de tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à une réelle prise de conscience des gens qui préfèrent investir sur eux-mêmes parce qu'ils recherchent un épanouissement personnel. Et pourtant, il n'y a pas encore de cours de self-development à l'école. Il faudrait peut-être avoir ce qu'on appelle des Chief Happiness Officers at school. Oui. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place au sein des établissements. J'aime bien comment vous pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? À fond. C'est ce qu'il faudrait. J'adorerais faire des choses dans l'éducation. Je pense que ce serait obligatoire, effectivement, des cours de communication / développement personnel dès 8-9 ans, effectivement. Je pense que ce serait important. À côté, d'ailleurs, de choses de plus droit, business, dès le départ aussi. Je pense qu'il faudrait comprendre les choses du droit, de l'économie, business dès le départ. Et puis, encore plus important, les choses de développement personnel, de résilience, de connaissance de soi et connaissance de l'autre. Parce que tout passe d'abord par la connaissance de soi. C'est primordial. Dès 8 ans, on pourrait... Chief Happiness Officer at School, c'est une idée qu'on va pouvoir peut-être creuser. Allez-y. Alors, on va parler d'un tout autre aspect de votre travail lors d'une conférence que vous avez appelée Tell Your Story Before You Die, qui m'a beaucoup intéressée. Ouais. Vous dites, parce que vous dites l'importance de partager sa propre histoire, de faire ce qu'on appelle du storytelling. Yeah. Moi, c'est un concept que je connais bien et qu'on utilise d'ailleurs beaucoup dans la communication. Les entreprises l'utilisent. Mais ici, nous, on s'adresse à des personnes individuelles. Quel est l'intérêt en tant qu'individu de partager son storytelling? L'intérêt pour un individu de partager son storytelling, c'est vraiment de connecter au maximum, le plus intensément possible. Et c'est pas du tout, comme j'ai entendu l'autre jour des Français dire, un ego trip. Alors, absolument pas. C'est au contraire, plus t'es vrai, plus t'es toi, plus tu parles dans ton histoire, plus l'autre va parler vrai de son histoire également. Et vous allez pouvoir connecter vrai, profond, direct. C'est ça l'intérêt. C'est je suis vrai, voilà ce que c'est, mes 2-3 déclics, au lieu de non, je ne suis pas du tout ce qu'il y a sur LinkedIn. D'où tu viens, d'où tu nais, ton école, avec qui tu t'es marié. C'est bien. C'est quoi? C'est 20% de ce que tu es? 80%, c'est tes valeurs. Et tes valeurs, c'est quoi? C'est souvent dû à tes déclics. Et tes déclics, c'est quoi? C'est deux choses. C'est souvent les déclics que toi, tu as choisis. Comme j'ai choisi de partir aux États-Unis, j'ai choisi de faire ça. Mais quand mes parents ont divorcé, c'est un déclic extérieur qui en a fait un en moi. Donc on a tout ça. Il y a les déclics qu'on choisit, qu'on veut faire. Et puis ceux qui nous arrivent. Et jamais ils s'arrêteront. C'est ça. Alors, une fois qu'on a pris ce temps pour faire ce travail de storytelling, concrètement, qu'est-ce que ça change dans notre vie? Quel impact ça a dans notre vie? Se comprendre et s'accepter. Alors je sais qu'il y a tous les psychopathes qui s'acceptent déjà, mais c'est que 10% des gens. Il y a 10% des gens qui s'acceptent et qui s'en foutent des autres. Mais ça, je suis pas né comme ça. La plupart d'entre nous, on n'est pas... on s'aime, on est bien avec soi-même complètement. Non, c'est un apprentissage. Donc le truc numéro 1, c'est de s'accepter. C'est ce que je suis. Et s'accepter, ça veut dire qu'on réalise qu'il y a sûrement certaines portes qu'on n'ouvrira pas, qu'on ne voudra pas ouvrir. Je m'explique. Donc même si moi, la motivation, le truc, et ça, c'est mon truc. Tu peux faire n'importe quoi, vas-y, fonce.
Sauf qu'il y a des gens qui détournent et qui ne comprennent pas du tout ce message. Ils se disent « Ah bah oui, alors c'est génial, je peux faire n'importe quoi, il suffit de croire en moi. Ah bah tiens, je vais être créateur d'entreprise ou je vais être, je sais pas quoi, CHO, c'est pas mon truc, ou financier, c'est pas mon truc. » Non, tu vas jamais être un financier si t'es pas un mec qui calcule vite, qui comprend vite, qui est un mec dans la vitesse. Si t'es un mec lent, tu vas sûrement pas être un très bon financier. Ah bah c'est ça, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est mieux mieux se connaître, apprendre à mieux se connaître. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire à l'école pour pouvoir se diriger après Qui le fait à vers un l'école domaine qui nous Qui le fait à convienne. l'école? On le fait pas du tout à l'école. C'est Non, juste pas du tout. ta gueule, casse-toi, t'étais pas bon. Il y a que on écoute le premier de classe. On le fait jamais dans les écoles françaises. Dans les écoles américaines, non pas. Donc, C'est quoi la moyenne d'âge des gens qui viennent vous voir en fait? Ça dépend dans quel contexte. Dans mon cours de CHO, étonnamment, l'âge moyen, on va dire, c'est 35-40. On avait une jeune fille de 26 ans, c'était très bien l'autre jour. La moyenne d'âge, on va dire que c'est quand même 35-40 pour la formation de Chief Happiness Officer, que ce soit en France ou à l'étranger. Pour mes Stand-Up for Passion dans la salle à New York, on va dire que c'est 32 ans. Et sur scène, c'est entre... Je prends tous les âges, donc entre 22, 24, 25 ans et 70 ans. Et j'aime avoir tous les âges, tous les profils de vie. Et c'est quoi le profil approprié? Il y a plus d'hommes, de femmes? De femmes, très facile. Plus de femmes? Bien sûr, parce qu'elles sont sensibles, elles comprennent. Pour eux, la plupart des femmes comprennent. Mais ça change quand même, parce qu'il y a beaucoup de coachs de développement personnel garçons aujourd'hui. Garçons. Enfin, hommes. Alors, je connais, c'est vrai, que plus les États-Unis que la France. Aux États-Unis, c'est Tony Robbins, par exemple. C'est vrai que beaucoup de... Alors, parce que c'est des conférenciers. C'est vrai que dans les conférenciers, c'est beaucoup plus d'hommes. Dans les coachs, en tout cas aux États-Unis, je ne sais pas en France. Aux États-Unis, c'est surtout des femmes. Dans les coachs de vie, machin, du one-to-one, il y a des conférencières femmes. Et c'est vrai que... Mais je pense que ça va arriver, ça. Dans 5-10 ans, il y aura autant de femmes que d'hommes. En tout cas, vous parlez de votre métier avec beaucoup de passion. J'aimerais savoir ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui. C'est de rencontrer des choses nouvelles, des personnes nouvelles. Et c'est quand je vois le déclic s'opérer sur une personne, qu'elle réalise ce pourquoi elle fait et qu'elle réalise en fait qu'il ne faut plus attendre et se lancer dans sa prochaine aventure, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que la différence avec moi, et je pense, et les gens comme Anthony Robbins qui ont plein de super messages à dire, c'est quand même assez porté succès, lui. Moi, je le dis haut et fort, j'adore, c'est que même si tu es un polytechnicien et si tu veux te barrer et aller vivre au Tibet pendant 2 ans et manger juste du lait de vache, très bien, tu fais rien d'autre. Et puis si c'est une coiffeuse qui veut devenir une financière, très bien. Si elle a les compétences, etc., très bien, deviens financière. Et puis si c'est un polytechnicien qui veut devenir au Tibet s'occuper des chèvres, très bien. Everything is possible. Mais vraiment, alors ça c'est aussi en Orient, par exemple, quand j'en rencontre quelqu'un qui vient de là-bas pour nous enseigner 2-3 trucs, dit, vous êtes quand même marrants les Blancs, vous êtes toujours à vous triturer la tête et vous toujours dire, vous culpabilisez sur ce que vous êtes. Alors que là-bas, ils sont beaucoup plus cool avec ce qu'ils sont au départ. Tiens, je suis fait pour être ça. Quelles que soient mes études, je sais pas, j'ai fait HEC, mais je suis fleuriste. Je vais être fleuriste. Mais ça change en France. Je suis très content. Beaucoup, cette semaine, j'ai vu des amis un peu plus vieux qui ont 50 ans, qui ont notamment donc un ami qui a 52 ans, sa fille 27 ans, diplômée d'HEC. Elle travaille dans une boutique. Elle est très contente. Une autre fille, 27 ans, Sciences Po. Elle travaille pour 4 sociétés en même temps. Plus de trucs à carrière, oui, donc les slasher gens à fond. essayent d'écouter un peu plus leurs aspirations et de suivre vraiment leur passion. Donc, dans l'Orient, ils sont beaucoup plus avancés que nous. J'ai passé 1 an à Pékin dans un programme sino-européen. On a fait 2 semaines de business case au début entre les Européens et les Chinois. Et au fin des 2 semaines, on a fait une plénière. Et une plénière où on parlait des différences culturelles chinois et européens. On venait de toute l'Europe. J'étais le seul français, mais tout le reste était de Roumanie, UK, ce que tu voulais. Et là, un Chinois s'est levé. Il a dit j'en ai marre, vous les Européens, mais vraiment, faut arrêter de se la raconter. Vous voulez tous être leaders, parce qu'on faisait des business cases par petits groupes pendant 15 jours. Et c'était d'âge moyen 30-35 ans à l'époque. Et c'est vrai que n'importe quel Européen, ou même Américain souvent, chaque fois qu'il vient dans un groupe, s'il pense qu'il est assez intelligent ou qu'il a fait assez d'études, je vais devenir le leader. Donc je vais poser les meilleures questions. Et je veux qu'on me respecte tout de suite. C'est moi qui vais être le leader. Alors que le Chinois,
ou souvent comme les Asiatiques d'une manière générale. Non, quels sont mon truc, quelle est ma position? Et un leader va émerger. Et c'est OK, j'ai pas besoin d'être le leader. Je vais être le créatif du groupe, je vais être le collaborateur, peut-être dans une autre vie, peut-être dans 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, non, je suis pas leader, j'ai pas besoin de l'être. Et ça, c'est un truc Ouais, c'est intéressant. passionnant pour lequel on n'a pas tous besoin, on a besoin de devenir la meilleure version de soi-même. Mais ça n'a pas besoin de passer par devenir leader, devenir quoi que ce soit, etc. Donc là, vous avez partagé ce qui vous passionne, ce que vous aimez le plus dans votre métier, mais j'imagine qu'il y a aussi des moments un peu plus bad. C'est pas toujours rose, hein, c'est pas toujours facile. Quels sont les aspects les plus compliqués à gérer? Alors, un des aspects compliqués à gérer dans mon métier, c'est de temps en temps frustrant, c'est que les gens, en Europe notamment, n'arrivent pas assez à considérer ce qu'on fait. C'est les soft skills. C'est du plus soft skills. Moi, je dis, on est aussi important, sinon plus, que ton banquier d'affaires ou que ton avocat. On parle des émotions, on parle de mission de vie. Et ils ont parfois tendance à déconsidérer. Ah bah tiens, tu fais le bonheur, on va pas faire un... Ça peut paraître un peu abstrait dans l'esprit des gens. On va pas faire un contrat, ou bah tiens, on va oublier de te payer, on va faire 50% en moins, tu es dans le bonheur. Et je leur dis, bah écoutez, si je suis pas aussi important pour vous que votre banquier d'affaires ou votre avocat, on va pas travailler ensemble. C'est Il vrai faut me considérer à la même importance. Non, mais c'est vraiment... On parle de trucs de vie, on parle de mission de vie, on parle de déclic, on parle de rassembler les émotions des gens, de créer de la vie, que les gens soient heureux. Enfin, qu'est-ce qui est plus important que ça? Et donc là, c'est le seul truc qui est un peu frustrant dans mon domaine. On va dire que de temps en temps... Ouais, je comprends totalement. D'ailleurs, Chief Happiness Officer, c'est un métier qui n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. C'est un métier qui était très très peu connu en tout cas. Pour vous, est-ce qu'il y a d'autres nouveaux métiers qui vont émerger dans les années à venir? Il y en a plein. Il y a celui de Chief Transformation Officer, bien sûr. Transformation Officer. Ouais, Chief Transformation Officer. Je commence à en voir dans des boîtes. En quoi ça consiste? J'ai l'impression, je ne suis pas un Chief Transformation Officer, donc on a interviewé un. J'ai l'impression que ce sont ceux qui s'occupent de la transformation digitale plus complète. C'est-à-dire la transformation digitale où on va vraiment sur la produit, et eux, je crois que c'est la conséquence de la transformation digitale. Mais ne me prenez pas au mot, il faut interviewer quelqu'un, je ne suis pas un spécialiste du tout. Donc je ne veux pas dire des sottises. Donc il y a ça, et puis il y en a plein. De toute façon, on dit que 50% des métiers qui existeront dans 10 ans ne sont pas encore là. Oui, c'est ce que j'ai entendu récemment. Le bien-être personnel, c'est quelque chose qui va devenir la priorité pour les gens? Ça va devenir de plus en plus important. Je ne sais pas si ça va devenir la priorité, ça va devenir de plus en important. Tout le monde va en comprendre son importance. Ça, c'est sûr. 100%. 100% des gens, d'ici 5-10 ans, vont comprendre l'importance et que c'est primordial. La priorité, j'espère. Moi, je pense effectivement que c'est la priorité. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle beaucoup dans des boîtes de technologie, ou je parle beaucoup dans des conférences dans la technologie, dans toutes les boîtes qui font de la transformation digitale, la transfo digitale, je leur dis, tu ne peux pas faire de transfo digitale sans transformation humaine avant, dès le départ. Parce que ça change des trucs des mères. Les mecs, souvent, qui ont plus de 50 ans, effectivement, il faut les comprendre, ils sont habitués à faire la même chose. Tu dis, on va changer complètement ton monde. Le bonheur au travail, ça, c'est un concept qui intéresse de plus en plus les entreprises aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que pour eux, c'est rentable, c'est plus rentable. Je crois environ plus de 30% de productivité pour les employés, ce qui est quand même pas négligeable. Et c'est exactement ça. Les chiffres varient, mais en gros, entre 15 jusqu'à 40% en plus de productivité, entre 15 et jusqu'à 40% de plus de créativité. C'est ça. In fine, les CEO, la raison pour laquelle ils m'engagent, eux, souvent, c'est ça. C'est que moi, je vais rendre les gens personnellement plus heureux sur leur quotidien et sur leur ambiance au travail avec leurs collègues. Et du fait, ils seront plus productifs, ils seront plus créatifs chaque jour au travail. Donc, on est tous gagnants. Le patron est gagnant. C'est plus rentable d'avoir des employés heureux. On est tous gagnants. Et celui qui ne comprend pas, je me dis, c'est un martien aujourd'hui. Arnaud, pour finir, l'homme avec un grand H a tendance à avoir plus de facilité à se focaliser sur ce qui est négatif. Développer un état d'esprit positif, ça demande un effort. Que peut-on faire au quotidien pour tendre vers cette positive attitude? Est-ce que vous pouvez me donner 3 conseils qu'on peut appliquer là tout de suite? Gratitude, je reprends. Pourquoi je suis heureux d'être là aujourd'hui?
qu'est-ce qui m'arrive de bien ? En gros, en quoi l'univers en quoi l'univers conspire en bien pour moi aujourd'hui ? On a toujours un truc. On peut toujours trouver un truc. Hein. Toutes les études prouvent, même les gens en grande souffrance psychologique ou souffrance de maladie, ils peuvent trouver un moment dans la journée. Ça va. Juste trouver ces moments. Premier truc. Deuxième truc, effectivement, le plus souvent possible dans la boîte ou dans la main, respirer. Troisième chose, c'est de se répéter, et de l'écrire même sur son petit iPhone ou je ne sais trop quoi, se répéter ses valeurs. Vraiment, quelles sont les valeurs ? Il y a 150 valeurs, je ne sais plus, 150 ou 200 valeurs. On peut aller dans le spécifique. Et de se dire, c'est parce que j'ai cette valeur que je sacrifie telle ou telle chose. Je ne peux pas tout avoir. Ça, c'est la grande chose. Je ne peux pas tout avoir parce que j'ai ça, donc j'ai pas ça. Et d'être OK avec ça et de se respecter. Merci beaucoup pour ces conseils. Je vous invite à les mettre en pratique et pourquoi pas à échanger sur ces actions-là, sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien vous lire et savoir, vous, de quelle manière vous arrivez à être positif, à apporter plus de positif dans votre quotidien. Arnaud Collery, j'ai un petit rituel à la fin de chaque émission. Je pose une série de questions rafales. L'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir, pour mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go ! C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Regardez tout ce que je dois faire dans la journée. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? Ma femme. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? L'art subtil de s'en foutre. Quel était votre rêve étant enfant ? Faire du cinéma. Quelle est votre plus grande peur ? Ne pas aider assez de gens. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier ? Avoir monté Stand Up for Passion. Quel animal vous représente le mieux ? Dauphin. Quelle application utilisez-vous le plus ? Basique, WhatsApp. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? La mer. Quel est votre film ou documentaire préféré ? J'en ai plein. Unknown Male. Unknown White Male. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Je peux tout faire à n'importe quel moment. Quel livre offririez-vous en premier ? Les 4 accords Toltec. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite ? Léonard de Vinci. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie ? Partir en high school américaine à 16 ans. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux en ce moment ? Être là, maintenant, présent. Quelle est la tâche que vous avez tendance à remettre toujours au lendemain ? Les choses financières. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Créativité. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Désorganisation. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie ? Les gens obtus. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Être reconnaissant pour ce qu'il y a eu de bien aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud Collery d'avoir répondu à mes questions. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur votre actualité, où peut-on vous retrouver ? Il y a plusieurs sites, il y a mon nom, arnaudcollery.com, standupforpassion.com. Il y a des pages Facebook avec mon nom, avec le nom de l'événement, pareil, Stand Up for Passion. Twitter, il y a mon nom, Twitter Arnaud Collery, Stand On peut Up vous for retrouver Passion. facilement Oui, sur assez Internet. facile, ouais. On va partager tous les liens sur le site du Manal Show. Et il me semble que vous préparez la sortie de votre livre. Oui, c'est le premier journaliste à qui j'en parle d'ailleurs. Le 10 avril chez Larousse. 36 façons de se réinventer. 36 façons de se réinventer, le 10 avril, chez Larousse. Vous allez parler de quoi dans le livre ? Réinvention, toutes les choses qui peuvent nous aider à aller sur une nouvelle étape de notre vie. Je pense que c'est une des bases du bonheur, de comprendre qu'on est en une perpétuelle réinvention et d'accepter ça. D'accord, très bien, très intéressant. Merci en tout cas pour cet entretien, Merci. pour tous vos conseils. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci, beaucoup de bonheur à vous. Merci. J'espère que cet entretien avec Arnaud Collery et tous ses conseils vont vous aider à raconter votre propre histoire et à créer un environnement épanouissant. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Rendez-vous dès maintenant sur le manalshow.com et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir chaque semaine votre dose de bonheur et d'inspiration. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, qu'est-ce qu'on fait ? On reste en contact sur la page Facebook du Manal Show.
Ciao!